MKUltra était un programme secret et illégal de la CIA, mené de 1953 à 1973, destiné à étudier et développer des techniques de contrôle du comportement et de manipulation mentale. Il impliquait des expérimentations sur des milliers de personnes, souvent sans leur consentement, dans plus de 80 institutions, universités, hôpitaux, prisons, etc., aux États-Unis et au Canada. Les méthodes employées comprenaient notamment l'administration de drogues psychoactives, comme le LSD, l'hypnose, la privation sensorielle, l'isolement, les électrochocs et diverses formes de mauvais traitements. Révélé au public en 1974, le programme a fait l'objet d'enquêtes du Congrès américain en 1975 et est aujourd'hui largement considéré comme un grave abus de pouvoir et une violation des droits fondamentaux en raison de l'absence de consentement des sujets et des atteintes à leur intégrité physique et psychologique. Your familiarity and comments with the MK Ultra program. This is a scandal. This is a genuine scandal involving the CIA. Pendant des années, la CIA a mené des expériences secrètes pour manipuler le cerveau humain avec du LSD. Voici l'histoire du projet MKUltra. Des centaines de kilos de champignons hallucinogènes ont été utilisés pour obliger des sujets à révéler leurs secrets les plus intimes. MKUltra, un vrai titre de roman d'espionnage. Paul, how often have you taken LSD? 4 times. Millions of people were using LSD, so the CIA achieved the opposite of what it wanted to. America's public enemy number one is drug abuse. Les recherches ont été menées sous plusieurs présidences américaines, Truman, Eisenhower, Kennedy et Johnson, et visaient notamment à obtenir des aveux involontaires, influencer le comportement humain, voire créer des agents mentalement conditionnés. Le programme a testé diverses méthodes, dont l'administration de LSD et d'autres substances psychoactives, souvent sans le consentement des personnes concernées. La CIA justifiait ses recherches par la crainte que l'Union soviétique ait développé des techniques similaires. Un ancien agent de la CIA a notamment déclaré en 1977 que les services américains craignaient que les soviétiques aient eu accès à d'importantes quantités de LSD au début des années 1950, renforçant l'idée qu'ils pouvaient mener des recherches sur le contrôle de l'esprit. Au début des années 1950, en pleine guerre froide, la CIA lance le projet MKUltra, qui se poursuit jusque dans les années 1960 sous plusieurs présidents américains, Truman, Eisenhower, Kennedy et Johnson. Son objectif est de développer des techniques de contrôle mental et de modification du comportement, notamment pour obtenir des aveux involontaires, recueillir des renseignements ou créer des agents manipulés psychologiquement. Le programme s'inscrit dans le contexte de la rivalité avec l'Union soviétique, la Chine et la Corée du Nord, les États-Unis craignant que ces pays maîtrisent déjà des techniques de lavage de cerveau. Selon un ancien agent de la CIA cité en 1977, les services américains pensaient que les soviétiques avaient obtenu d'importantes quantités de LSD provenant d'un laboratoire suisse, ce qui a renforcé l'intérêt de la CIA pour cette substance comme moyen potentiel d'influencer ou de contrôler le comportement humain. Le texte présente également MKUltra comme la suite d'autres programmes, tels que MKNaomi et MKDelta, consacrés à des recherches secrètes sur les techniques de manipulation mentale. Précision importante, certaines affirmations de ce texte relèvent de faits établis, existence de MKUltra, expérimentation sur le LSD, contexte de la guerre froide, tandis que d'autres, comme l'idée que les soviétiques auraient acquis une grande partie de la production mondiale de LSD suisse ou qu'il existait une capacité réelle de contrôle de l'ESPR. Bonjour Louis Fouché. Bonjour Clémence Diakova, bonjour à tous les auditeurs de Toxin, merci à tous ceux qui soutiennent et qui rendent ça possible. Merci à Marc-Gabriel Draghi qui nous a fait une chronique sur les dossiers Epstein. Et effectivement, c'est un des rares endroits où on en parle. Et le dossier MKUltra, au fond, est dans la même veine que le dossier Epstein, c'est-à-dire à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Et donc, les auditeurs qui auraient une âme sensible, je les invite à s'abstenir et à attendre d'être prêts. Et on va voir que finalement, les divulgations autour de ce dossier MKUltra dont on va parler, au fond, vont très progressivement aussi. On pourra se poser la question pourquoi, mais c'est aussi parce que c'est quelque chose qui est très difficile d'aborder de manière frontale. Oui, on va le faire, nous, pourtant. Enfin, frontal, je ne sais pas, mais on va l'aborder, en tout cas, Louis Fouché. Je rappelle que vous êtes médecin, intensiviste, réanimateur, anesthésiste, que vous êtes aussi le responsable de Make Europe Healthy Again. Est-ce que c'est à travers ça aussi, avec cette casquette-là, que vous suivez particulièrement les actualités américaines et ces auditions ?
Alors, la première casquette avec laquelle je suis ces auditions, c'est celle d'éthicien. Je suis Master 2 en éthique et si le Covid n'était pas venu fracasser ma carrière, aujourd'hui, je serais docteur en éthique. Et donc, sur cette question de l'éthique, c'est le juste, l'injuste. Est-ce qu'on respecte les règles fondamentales de ce qu'est la médecine, la science, la recherche? Et notamment, dans ce champ de l'éthique, il y a l'idée du consentement libre et éclairé, de l'information claire, loyale et appropriée, et du fait qu'on ne peut pas faire d'expérimentation sur l'humain à son insu et sans l'en avoir informé des conséquences. Ça vient notamment de tous les médecins nazis et de tout ce qu'a fait Mengele et ensuite de ce qui s'est passé avec les procès de Nuremberg et les déclarations de Nuremberg qui ont dit on ne doit plus jamais le faire. Mais au fond, on se rend compte que les États-Unis ont sans cesse foulé aux pieds l'ensemble de ce qui avait pu se passer, de ce qui avait pu être acté sur l'éthique de la recherche biomédicale. Et notamment, il y a un scandale qui devrait vous faire réfléchir, qui est celui des sacrifiés d'Alabama. Et les sacrifiés d'Alabama sont des Noirs américains sur lesquels on a effectué des recherches prospectives sur l'évolution de la syphilis. Et on a regardé ce qu'ils devenaient, on savait qu'ils avaient la syphilis, etc. On leur offrait un poste de radio une fois de temps en temps en regardant ce qui se passait. Sauf que entre-temps, dans la durée de la recherche, on a trouvé la pénicilline. Fleming a inventé la pénicilline, etc. Ça a été développé pendant la guerre de 39-45. Et on savait très bien que ça soignait la syphilis, mais on ne l'a pas donné. Jusque dans les années 70, aux sacrifiés d'Alabama, où on les a regardés évoluer jusqu'à la démence syphilitique, puisque c'est le bout évolutif de la maladie, hein, quand votre cerveau est complètement zingué avec la syphilis. Et puis voilà. Et donc, quelques années plus tard, Clinton s'est excusé publiquement en disant, désolé, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, il fallait bien faire de la recherche. Désolé pour eux, quoi. Et on est un petit peu dans la même logique avec le MKUltra. Et on se rend compte que les États-Unis n'ont jamais cessé de faire de la recherche sur nous, pauvres cobayes, sans même que nous en soyons au courant. C'est ça. Et encore, j'ai envie de dire, c'est pas du tout pour dire qu'ils sont pas sacrifiés, ces pauvres hommes d'Alabama, mais ils étaient déjà malades. Mais là, on va voir qu'il y a des petits-enfants qui sont pris, enlevés à leurs parents, sacrifiés pour une recherche, alors qu'ils étaient en pleine forme. Enfin, il n'y avait pas de... Donc bon, on va rentrer dans le... On va rentrer dans Juste un mot encore. Bien sûr. Le deuxième casquette avec laquelle je me présente aujourd'hui, c'est l'anesthésiste, parce que en anesthésie, on est très habitué à utiliser des produits qui, comme dissocient la conscience, permettent de faire dormir, mais on a aussi des possibilités de gommer la mémoire, on a des possibilités d'avoir des produits dysliptiques, psychodysleptiques comme la kétamine, qui ressemble un peu au LSD ou NDMA, qui au fond vous dissocient de vous-même tout en étant très hallucinogène. Bref, on est assez rompu à ce genre d'expérimentation entre guillemets pratique pour un but noble qui est de pouvoir faire une chirurgie en l'occurrence. Mais en gros, on sait qu'on est capable d'aller dissocier le cerveau humain, d'aller le hacker quelque part. Et chaque fois qu'un anesthésiste injecte du propofol, c'est le produit blanc avec lequel Michael Jackson est mort, vous vous en souvenez peut-être, le diprivant, en moins de 45 secondes, on arrive à endormir quelqu'un. Et ça reste très fascinant pour toutes les équipes d'anesthésie de se dire waouh, juste en 45 secondes d'injecter quelque chose comme 10 millilitres d'un produit, on est capable d'effacer la conscience immédiatement, quoi. Et on va voir que dans le MKUltra, il y a une part de ça. Il cite MKUltra, écoutez ça. And that was released, during the 1970s, during these hearings from the Church Committee and the House Select lors des auditions de la commission de Church et de la commission spéciale de la Chambre sur les assassinats, on a appris l'existence de l'opération Mockingbird. Mais aussi les opérations MKUltra, MK Naomi, MK Dietrich. Le préfixe MK fait référence au contrôle mental. La CIA menait ses programmes à Fort Detrick, ainsi que dans 220 universités à travers les États-Unis, en Amérique latine et au Canada. Expérimentant des méthodes pour contrôler l'esprit humain. Écoutez ce que dit Anna Paulina Luna. Yeah, so we were actually just notified that the CIA went in and took documents out of ODNI. Alors, on vient juste d'être informé que la CIA venait de prendre les documents, plusieurs boîtes concernant les dossiers JFK, mais aussi MKUltra. Ce qui est troublant, c'est que premièrement, il y avait un décret exécutif du président qui avait ordonné la déclassification complète et également les dossiers MKUltra. La CIA a toujours affirmé, vous savez, que tous les documents avaient été publiés, que tous les autres avaient été détruits. Donc, ce sont apparemment ces documents-là qui, selon eux, n'avaient jamais existé. C'est donc très préoccupant. Parce que, je vous le rappelle aussi, en fait,
il y avait déjà eu une commission d'enquête autour de MKUltra qui a donné lieu évidemment à certaines informations. C'est la commission ACHRE, je ne sais pas comment on doit la nommer en France, et qui a eu lieu en 1995. Sauf qu'on a réalisé qu'il nous manquait une grande majorité, les 3/4 des documents qui avaient déjà été, en tout cas officiellement, effacés par la CIA. Et donc là, c'est ce qui est arrivé le 14 mai 2026, qui est raconté par cette parlementaire. On a l'impression que c'est une redite, en fait, de quelque chose qui s'est déjà passé, c'est-à-dire la CIA vient prendre les documents qui pourraient intéresser ici cette commission d'enquête. Et alors, pour finir, et ça c'est vraiment la dernière actualité, il y a eu cette audition parlementaire du 30 juin, qui a été évoqué aussi. On a pu voir différents témoignages, dont le journaliste Tom O'Neill, qui est un de ceux qui a le plus travaillé là-dessus. Et malheureusement, certains regrettent qu'il n'y ait pas eu de témoignages survivantes du projet MKUltra. Alors, avant d'aller plus loin, nous, dans les révélations, je propose qu'on donne la parole à Éric Branca, qui a travaillé, qui avait déjà évoqué le projet MKUltra sur Toxin Plus dans ses chroniques historiques. Éric Branca qui nous rappelle toute l'histoire de MKUltra et surtout les liens avec la France, chers amis. Écoutez ça. Bonsoir Clémence, bonsoir à tous. Ce que j'ai envie de vous dire avant toute chose, c'est que je suis consterné, mais alors consterné, par la tournure, ou plutôt la non-tournure, que prend chez nous en France cette relance aux États-Unis de l'affaire MKUltra. Autrement dit, l'utilisation par la CIA de cobayes secrets dans le cadre d'expériences que les Américains eux-mêmes ont reconnu avoir organisées, des expériences qui ont provoqué des centaines de morts, qui ont brisé des milliers de vies, et pour lesquelles le président Bill Clinton lui-même, il y a de ça 30 ans, a présenté ses excuses au peuple américain. Bref, alors que cette affaire est à la une de la presse américaine, chez nous on préfère parler de la météo, ou du jeune Hamza, dit la douane, la terreur du canal Saint-Martin qui menace les Parisiens avec un pistolet à eau. Or, nous sommes devant une affaire qui ne concerne pas seulement les Américains. Nous sommes pleinement concernés par cette affaire des expériences secrètes de la CIA. Pourquoi? Parce qu'en 1951, on a aujourd'hui la quasi-certitude qu'un village français, une petite ville du Gard, qui s'appelle Pont-Saint-Esprit, a été prise pour cible par les Américains qui ont pulvérisé par voie aérienne ce qui pourrait être du LSD dans le cadre d'une expérience secrète de la CIA, le fameux projet MKUltra. On est sûr à 80% que c'est du LSD, ça peut être autre chose, mais en tout cas on est certain qu'on a pulvérisé un produit toxique sur une population totalement innocente. Une population sur laquelle on voulait tester des armes chimiques, qui n'étaient pas des armes létales, mais des armes psychiques. Alors, nos auditeurs qui sont parisiens n'ont pas pu ne pas voir placardé partout en ce moment, pour les 250 ans de la création des États-Unis, cette affiche magnifique, France-États-Unis, 250 ans d'amitié. Et bien, cette amitié à sens unique, vous en avez un bon exemple avec l'affaire de Pont-Saint-Esprit. Est-ce que c'est une preuve d'amitié que de pulvériser de la drogue sur ses amis, à tout le moins sur ses alliés? Je ne le pense pas. Et d'ailleurs, quand je dis que ça n'était pas une arme létale, je me trouve moi-même très indulgent, parce que l'affaire de Pont-Saint-Esprit a tout de même provoqué 7 morts. 7 morts, la plupart par défenestration, ce qui est d'ailleurs un effet typique du LSD, puisqu'on croit pouvoir voler, on se prend pour un oiseau, n'est-ce pas? On se jette par la fenêtre et puis on s'écrase au sol. Et puis des hallucinations sur plus de 300 personnes, dont 50 ont dû être internées, sans parler des insomnies durables et autres troubles neurologiques plus ou moins définitifs. Alors dans les jours qui ont suivi cet épisode de folie collective, on a cru dans un premier temps à une contamination par l'ergot de seigle.
Mais ça a été très vite abandonné. L'ergot de seigle, ça a provoqué, surtout au Moyen-Âge, sous l'Ancien Régime, avant les procédures modernes de raffinage de la farine, ça a provoqué beaucoup de morts et de scènes de folie comme celle-là. Alors on a fait évidemment tout de suite des analyses, on a même arrêté le boulanger, le minotier du coin, et puis les analyses ont évidemment prouvé qu'il n'y avait aucune contamination. Entre-temps, vous imaginez ce qui est arrivé à ces pauvres gens qui ont été arrêtés, qui ont été livrés à la vindicte publique avant d'être innocentés. Bref. En revanche, ce qui a paru suspect aux yeux de beaucoup de gens, après qu'on ait prouvé que ça n'était pas de l'ergot de seigle, ben c'est qu'on n'a pas cherché à prouver ce que c'était, à démontrer ce que c'était. Les autorités locales ont tout fait pour, sinon enterrer l'affaire, en tout cas dissuader les gens de porter plainte, de demander des autopsies. Les plaintes contre X qui ont été déposées, il y en a eu beaucoup, ont été enterrées, retardées, etc. Et en 50, on ne parle pas encore de complotisme, mais c'est tout comme les gens qui s'intéressent de trop près à l'affaire, qui demandent trop d'explications, on les fait passer pour des déséquilibrés, des paranoïaques, des malades mentaux. Bah, pensez bien à trouver curieux que 300 personnes deviennent folles en même temps, c'est ça qui est curieux. C'est pas que 300 personnes deviennent folles en même temps, c'est qu'on se demande pourquoi elles sont devenues folles. Donc voilà, on ne parle pas encore de complotisme, mais c'est tout comme. Bref, la presse américaine, elle, en tout cas, elle fait son travail et elle l'enquête à partir de ce moment-là, et surtout à partir des années 60 et 70, parce que dans cette période-là, des langues commencent à se délier aux États-Unis. Des gens sur lesquels la CIA a pratiqué des expériences épouvantables et qui commencent à parler. Alors bien sûr, leur parole est mise en doute parce que ce sont bien souvent des citoyens de seconde zone, ce sont des clochards, des prisonniers, des orphelins aussi, auxquels on a donné quelques dollars pour qui se portent volontaires pour les expériences médicales. Mais ces témoignages commencent à faire masse. Et l'ennui pour les autorités, c'est qu'il n'y a pas que des marginaux qui commencent à parler. Il y a aussi des responsables de la CIA qui, sous couvert d'anonymat, commencent à évoquer ce mystérieux programme MKUltra, qui remonte officiellement à 1953, mais qui en fait a commencé bien avant, dès 1945, autour de savants allemands, des chimistes essentiellement, qu'on a sauvés de la potence en quelque sorte en Allemagne, en leur promettant l'impunité en échange de la collaboration avec la CIA, avec les autorités militaires américaines, dans le cadre de la lutte contre le communisme. Évidemment, la lutte contre le communisme, ça excuse tout. Et puis à force d'enquêter, de rencontrer des anciens de la CIA qui n'étaient pas d'accord avec ces méthodes, ben on découvre par exemple qu'en 1951, tout de suite après l'affaire de Pont Saint-Esprit, il y a un chimiste vedette de la CIA qui s'appelle Frank Olson, qui a commencé à avoir des doutes sur son propre travail, sur la légitimité de ce qu'il faisait. Et puis soudain il est tombé en dépression, et puis 2 ans plus tard, il s'est défenestré. Il s'est défenestré comme les cobayes auxquels il administrait son LSD. Alors tout ça est raconté dans un livre absolument remarquable qui n'a jamais fait l'objet de la moindre contestation, du moins de procès. Alors vous savez qu'aux États-Unis, les procès, ça tombe à n'en plus finir. Ce livre est signé d'un journaliste qui s'appelle Hank Albarelli, A Terrible Mistake. Il est paru en 2009 et curieusement aussi, il n'a jamais été traduit en France. Il raconte en détail, pourtant ça aurait pu intéresser les Français, l'affaire de Pont Saint-Esprit et le suicide présumé du chimiste Frank Olson. Et dans les documents qu'a pu consulter Albarelli, qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert, mentionné plusieurs fois sur les notes de la CIA, le nom d'un chimiste de chez Sandoz, vous savez l'entreprise suisse pharmaceutique Sandoz, le docteur Albert Hoffman, qui travaillait pour la CIA et qui, par le plus grand des hasards, se trouve être l'inventeur du LSD. Or, ce même Hoffman, on retrouve aussi sa trace dans la presse française de l'époque, parce que tout de suite après l'affaire de Pont Saint-Esprit, il intervient pour dire c'est pas de l'ergot de seigle, c'est évidemment une drogue. Ces gens qui deviennent fous tous ensemble, ça les fait d'une drogue, ça n'a rien à voir avec l'ergot de seigle. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que quelques jours plus tard, ce même
professeur Hoffman se dément lui-même. Il dit non, ben, c'est peut-être de l'argot sec finalement. Qui a-t-il vu? Qu'est-ce qu'on lui a demandé? Évidemment, on ne le sait pas, mais il se dément lui-même. Donc les Américains ont fait leur travail et n'ont pas lâché le morceau, au point qu'en 1975, le programme MKUltra, sa réalité, est établie par la direction de la CIA elle-même. Mais le directeur de la CIA dit « Oui, mais d'ailleurs, j'ai tout arrêté. Alors, c'est un progrès, parce que pendant longtemps, on a dit que ça n'avait pas existé, et maintenant, on dit que ça a été arrêté. C'est donc que ça a existé, puisque vous ne pouvez pas mettre fin à quelque chose qui n'existe pas. Alors, évidemment, ce démenti ne convainc personne. Vous savez, il y a un adage de la vieille presse que j'aime bien, qui est « démenti, rementi ». Et plus on dément, en fait, plus on ment et plus on excite les journalistes à chercher ce qu'on essaie de dissimuler. Et une fois de plus, les Américains vont chercher et ils vont aller tellement loin qu'en octobre 1995, le 2 octobre très exactement, le président Bill Clinton va être obligé de reconnaître que des milliers de personnes, certaines dont on a extorqué le consentement, d'autres auxquelles on n'a pas demandé leur avis, ont été victimes de ces pratiques épouvantables. Et il s'excuse. Alors bien sûr, dit-il, c'était au nom de la sécurité nationale, mais il s'excuse. Mais enfin, il ne faut pas lui en demander trop, il s'excuse auprès des Américains. Il ne s'excuse pas auprès des Français de Pont-Saint-Esprit, ou des Allemands, ou des Canadiens, parce qu'il y a eu aussi des Allemands et des Canadiens qui ont fait l'objet d'expériences pareilles. Bref, on ne s'excuse qu'auprès des Américains. Les autres, comme on dit, ce sont des victimes collatérales. Et puis on découvre, donc, dans la foulée des excuses de Clinton, qui vont décupler les efforts de la presse américaine pour en savoir plus, on va s'apercevoir que Richard Helms, quand il a mis théoriquement fin au programme, a détruit des millions de documents. Mais depuis, au fur et à mesure des recherches, on en trouve qui n'ont pas été détruits. Et on en a trouvé, au jour d'aujourd'hui, à peu près 20 000. Alors 20 000, c'est une goutte d'eau par rapport à ces millions. C'est une goutte d'eau, mais c'est tout de même intéressant, puisque rien qu'avec ces 20 000, on a la preuve absolue que la CIA a financé 149 programmes, très exactement, sur le contrôle des consciences. L'idée donc, c'est de tester l'effet des armes chimiques sur les populations, comme à Pont-Saint-Esprit, mais aussi, et c'est presque pire, de créer l'espion idéal, le tueur idéal, à coups de drogue, d'hypnose, de contrôle à distance, notamment à partir d'électrodes, d'implants électroniques. Et donc, après la conférence de presse de Clinton, il y a une commission d'enquête du Congrès qui est créée, et vous avez des témoignages absolument poignants, et notamment celui d'une ancienne agente de la CIA qui s'appelle Chris de Nicola, et qui révèle que, devant la commission d'enquête, qu'elle a été confiée par son père, je dis bien par son père, qui lui-même est un ancien agent de la CIA, à un médecin de l'agence, le docteur Grimm, pour qu'il la transforme en tueuse professionnelle, en tueuse parfaite. Et la jeune fille, elle avait 12 ans. Puis vous en avez une autre, qui s'appelle Claudia Mullen, qui, elle, a été enrôlée, sans le savoir, à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, et elle a été exploitée pendant 30 ans. Voilà, c'est tout ça qui ressort aujourd'hui aux États-Unis grâce à de nouveaux documents. Et quand vous savez que la France, qui a servi de cobaye à ces expériences, ne demande aucune explication, ne relaye absolument aucune information, qu'aucun grand média ne s'en empare, vous pouvez qu'être étonné. Ah, il y a eu un documentaire, 2 documentaires, en fait, absolument remarquables, qui sont sortis en 2015, qui ont été diffusés par France Télévisions en 2015. L'auteur s'appelle Olivier Pighetti. Le premier documentaire, c'est sur l'affaire de Pont-Saint-Esprit, et l'autre, c'est consacré aux cobayes secrets de la CIA. Et puis depuis 2015, plus rien. Personne n'a pris la suite. Or, il est évident qu'il y a encore beaucoup de choses à trouver, puisque les Américains n'arrêtent pas d'en trouver.
À la fin de son documentaire sur Pont-Saint-Esprit, par exemple, Piketty explique que des archives, des enquêtes de police et autres rapports d'autopsie qui ont été menés après Pont-Saint-Esprit ont tout bonnement disparu des archives départementales du Gard où elles auraient dû se trouver. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que la France est finalement plus royaliste que le roi américain ? Et pourquoi est-ce qu'elle en fait encore plus pour faire disparaître ces preuves ? Parce que tout simplement, en 1950, la France de la 4e République, dont je vous ai souvent parlé, était un protectorat américain. C'était un pays soumis, occupé, et donc vraisemblablement, plus encore que soumis, complice de toutes les expériences, et c'est cette complicité qu'on cherche à faire oublier en faisant disparaître des preuves. Donc, si j'avais un petit conseil à donner à la presse française, à la presse de mon pays, eh bien, ça serait qu'au lieu de traquer les soi-disant complotistes sur ces affaires-là, eh bien, elles prennent exemple, pour une fois, sur la presse américaine, qui, elle, fait vraiment son travail. Merci beaucoup Éric Branca. Franchement, c'est un très très bon rappel historique de l'ensemble des éléments autour de l'affaire MKUltra. Je rappelle qu'Éric Branca est journaliste, historien et évidemment auteur de L'Ami américain. Et plus récemment, il a préfacé la réédition du livre Les Fossoyeurs, dont on a parlé ici, d'André Géraud, dit Pertinax, qui était réédité chez l'Artilleur. D'abord, un grand merci à Éric Branca. On a besoin de reprendre les généalogies, de reprendre des histoires. Et un bon historien a souvent normalement un indéniable talent de conteur. Et quand on écoute Éric, on a l'impression d'écouter Henri Guillemin. Pour ceux qui le connaissent, ils sont certains historiens qui arrivent à vous emmener dans le passé pour comprendre que sont les racines du présent. Et effectivement, c'est difficile de s'y retrouver. Si vous regardez aujourd'hui sur Internet, que vous interrogez votre intelligence artificielle préférée, qu'elle soit Grok, etc., vous aurez marqué que la thèse d'Albarelli sur Pont-Saint-Esprit n'est pas étayée suffisamment, qu'elle n'a pas été validée, etc. Et vous allez avoir l'histoire officielle qui est celle des fact-checkers, celle qu'on vous autorise à penser. Et tous les récits alternatifs seront soit gommés, soit minimisé, et un damage control sera systématiquement établi sur ces sujets. À tel point que si vous voulez appréhender le MKUltra, vous allez avoir du mal parce que vous allez retrouver soit avec un mot-clé sur Internet tombant dans les théories les plus farfelues X ou Y, soit dans quelque chose de très compassé où vous avez presque rien. Ouais. Mais il se trouve que c'est un terrier de lapin, et quand vous commencez à rentrer dedans, vous commencez à comprendre que derrière ce MKUltra et ses 140 projets de soi-disant 53 à 1973, au fond, ça ne s'est jamais arrêté, oui. Et la militarisation et l'utilisation par le renseignement de la recherche médicale, sociale, de psychologie sociale, etc., ne s'est jamais arrêté, jusqu'à devenir, au fond, la norme de la propagande, la norme de la manipulation des populations et des sociétés, et la norme de la transformation des individus. Et au fond, vous allez devoir aller voir des témoignages ou des récits parfois romancés. J'invite par exemple ceux qui nous écoutent à aller lire L'échiquier du mal de Dan Simmons, qui est un auteur de science-fiction très connu, qui a écrit notamment un chef-d'œuvre qui s'appelle Hyperion, et qui est vraisemblablement un initié, et qui raconte dans cet échiquier du mal comment est-ce que les puissants prennent le contrôle sur l'esprit des individus pour en faire leur esclave sexuel, leur tueur en série, leur agent X ou Y, en arrivant à dissocier leur personnalité. Et cette question de la dissociation de la personnalité est très bien traitée par quelqu'un qui s'appelle Alexandre Le Breton sur Internet, qui a une chaîne YouTube, qui explique ça. Alors bon, avec une scénographie un peu à vous faire dresser les cheveux sur la tête, effectivement, hein, parce que probablement lui-même va à l'intérieur de cette chose très très inquiétante au fond, qui est nos propres fragilités psychologiques et notre capacité à se faire hacker le cerveau par l'hypnose, par les drogues, par la répétition de certains messages, par la privation de sommeil, par la douleur, par l'épuisement physique, par la désorientation temporelle et spatiale. Tous les éléments que je viens de vous citer ici sont reconnus comme les éléments sur lesquels ont été faits des recherches pendant le MKUltra, et une partie de... Éric Branca vous a dit qu'on avait retrouvé une partie des archives. On les a retrouvées notamment au Canada, où une partie des 140 projets s'effectuait, notamment sous le contrôle de quelqu'un qui s'appelle Donald Evan Cameron, qui travaillait à l'Allan Memorial Institute, qui est un centre de psychiatrie au fond, hein, et qui était très influent parmi les psychiatres. Et on a les preuves qu'au fond, des recherches ont été menées chez des patients de psychiatrie, à leur insu, en leur faisant des électrochocs, en leur administrant des médicaments, et en regardant comment on pouvait réussir à faire ce qu'on appelle du dépatterning, c'est-à-dire
à enlever leur schéma mental préalable, à enlever leur organisation psychologique préalable, notamment par la douleur et par la torture. Mais quelle horreur. Torture qui allait jusqu'à des attention, tenez-vous bien, c'est de sortir les enfants, mais jusqu'à des électrochocs dans le rectum ou dans le vagin, alors avec toute la charge symbolique d'humiliation au fond, de recevoir une sorte de viol au passage. Le nouvel ordre international. Il s'agit d'un ordre mondial. Une gouvernance mondiale. Un nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. La gouvernance mondiale. Une gouvernance mondiale. Biologique, il n'y a plus que les tempêtes organisées par les champs électromagnétiques. Il y a également la pollution que nous mettrons dans le sang et dans les veines de l'humanité en créant des infections. Et ensuite de ça, ayant créé ces infections volontairement, on créera des lois qui obligera la population à se faire donner des vaccins. Et dans ces vaccins, il y aura tout ce qu'il faut pour que vous puissiez être contrôlés. On introduira dans ces vaccins des cristaux liquides. Ces cristaux se logeront dans les cellules de votre cerveau et ils deviendront des micro-récepteurs à des champs électromagnétiques envoyés par des ondes ultrasoniques à très très basse fréquence. Et avec ces ondes à très basse fréquence, on pourra vous empêcher de penser. On pourra faire de vous des zombies. Et n'allez pas croire que je suis au stage où je pense, ou c'est l'hypothèse. Ce que je vous compte, c'est fait. Souvenez-vous du Rwanda. Cette affaire est-elle réellement terminée? N'a-t-elle pas emprunté un chemin différent pour ce même but? Le contrôle de la pensée, je vous laisse à vos réflexions. Merci d'avoir regardé et bonne journée à tous.